Je voulais vous faire découvrir un document exclusif qui revient sur la marche pour la justice de Wagner, initiée il y a maintenant plus d'un an par feu Evgeny Prigojine. On sait quel était son but, tout du moins c'est ce qu'Evgeny Prigojine disait à l'époque. Vous savez, quand il avait fait volte-face pour éviter un bain de sang, il déclarait que son but était d'empêcher la dissolution du groupe Wagner, bien évidemment, ainsi que de traduire en justice ceux qui ont commis un grand nombre d'erreurs lors de l'opération militaire spéciale, de renverser le commandement militaire, c'est ce qu'il disait dans un document audio, avec qui il était en conflit depuis plusieurs semaines. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est comment cette marche pour la justice, elle s'est faite. Comment les combattants affidés à Prigojine ont été embarqués dans cette petite entreprise. Eh bien, la chaîne russe RTVI a donné la parole à l'un d'entre eux qu'elle a retrouvé, un ex-combattant qui témoigne à un visage anonyme. Regardez. Les combattants Wagner n'ont su qu'au dernier moment où est-ce qu'ils allaient. Et puis on n'avait jamais été dans une colonne. On n'était pas capable de faire ça. Ceci dit, c'était impressionnant. La colonne était énorme. C'était des gars qui venaient de partout. Mais personne ne savait où, ni pourquoi. Les gars n'ont rien découvert avant d'arriver à leur destination. Et c'est là qu'ils ont dit « Allons à Moscou !» J'ai juste paniqué. J'avais les yeux comme des pièces de 5 roubles. J'étais planté là et tout le monde se moquait de moi. Je ne comprenais simplement pas ce qu'il se passait. Колонна получилась гигантская. В пути она растянулась на 17 километров. Je ne comprenais pas ce qu'il s'est passé. Colonel Père de Jong, je crois que savoir que vous êtes un peu un collab sur les faits qui s'étaient déroulés il y a un peu plus d'un an. Ça va faire l'objet notamment d'un livre sur lequel vous travaillez actuellement. Quand il dit qu'il y avait une grosse colonne, c'est vrai que c'était impressionnant. On a du mal à imaginer que ce combattant, on l'ait embarqué parce qu'il dit, moi je ne savais même pas ce qui se passait. On n'avait jamais fait ça. Et pourtant, c'est arrivé. D'abord, deux choses. Un, c'est toujours comme ça. Les soldats, on ne leur explique pas toute la journée. Et dans l'armée russe, particulièrement non, mais là, même pas préparé à ça. Non, rien. Le gars, il montait dans les camions et on va quelque part. Il y a le chef qui est devant, on suit le chef, quelle que soit la mission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la quantité de véhicules. Ça, c'est sûr. Il y avait en gros 5000 hommes et 200 véhicules. Donc, en fait, cette espèce de colonne, et ils roulaient comme des fous, les types. Ils sont arrivés à 300 km de Moscou. Donc, ils roulaient comme des dingues. Rien ne les a arrêtés. Ils ont détruit 2 hélicoptères. On voit bien que l'armée russe a essayé de bricoler, a gratté un peu de goudron. Mais rien du tout. Les gars foncé comme des brutes. Le problème qui s'est passé, c'est que ça s'est passé sur 2 jours. Le 23 juin, la conquête de Rostov-sur-le-Don, Prigojine ne trouve pas le chef d'état-major, qui était informé par un traître dans le système, etc., qui s'appelle Trochev. Donc il s'est caché, il est parti à Moscou, ils se sont planqués. Donc première journée, il arrive à Rostov-sur-le-Don, il ne s'est rien passé, il s'assoit, on est au mois de juin, on boit des coups, on raconte la vie est belle, il est le vainqueur. Le lendemain, le problème, c'est qu'à 10h du matin, il y a le discours de Poutine. À la télé, qui apparaît un peu blême, vous vous souvenez, qui transpirait, qui n'était pas bien. Et puis Prigojine, il bosse avec Poutine depuis déjà plus de 10 ans. Il sait exactement ce qui se passe. Et là, il a comme une espèce de goutte de plomb qui lui tombe dans l'estomac. Il perçoit que ça se passe pas bien. Et il y a un problème. Et en même temps, le président biélorusse l'appelle en disant mais attends, Evgeny, tu déconnes complètement. Arrête tout de suite ça. Et donc lui, il prend conscience de tout ça. Les autres, ils foncent comme des ânes. Et en fait, il arrête le truc à midi moins le quart. Il dit bon, stop et fin. On revient en arrière. C'est une erreur. Donc en fait, cette affaire-là, le truc s'est enclenché tout seul, sans objectif, sans mission, on roule quoi. Mais c'est les opérationnels. Ces gars-là, ils ont fait la guerre à Bakhmout, ils ont eu des pertes, ils savaient faire la guerre. Donc il y avait une espèce de force intrinsèque au groupe, mais il n'y avait pas d'objectif. Ils allaient vers Moscou. Ils auraient pu s'arrêter à 500 km ou à 3 km, c'était la même chose. Et les gars, ils fonçaient tant qu'ils avaient de l'essence quoi. Magali, c'est vrai que ce document est assez impressionnant. Oui, on s'y attend pas. C'est-à-dire que, et en plus, alors c'est une vidéo qui dure 25 minutes. On vous a choisi juste un petit passage, mais il est avec le journaliste et il refait tout le trajet. C'est ça qui est impressionnant. Oui, parce que la route que l'on voit, c'est la route qu'il a effectivement empruntée. Et on voit là quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à ça, pas du tout, et qui dit « je suis vraiment tombé de haut ». Et en fait, qui est surpris lui-même par le culot de Prigojine, parce que d'aller défier Poutine et d'arriver à 300 km, c'est ça. Et d'arriver aussi près de Moscou, lui-même, en effet, en est complètement surpris. Et après, ces hommes-là, ils ont été recyclés par le système, parce que en effet, les chefs ont payé Prigojine, on sait de la manière funeste dont il a été obligé de régler ses comptes ensuite. Mais eux ont été, ces combattants de Wagner, ils ont été recyclés par le système parce que justement, c'était des combattants extrêmement aguerris dont avait besoin Poutine. Alors, sur le sol ukrainien, mais surtout
toujours encore en Afrique. Votre regard sur cette séquence, Ulrich Bouna, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y a quand même ce mythe Wagner, en fait, que les Russes gardent un peu, même si c'est enfoui au fond de leur tête, c'est-à-dire que même à la télé russe, on recherche à chaque fois, soit il y en a chaque semaine, soit un reportage autour de Wagner, soit quelqu'un qui a été au cœur du système, c'est-à-dire que ça reste comme ça, loin et pas loin à la fois. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait, au-delà effectivement de la séquence. Bon, enfin, les soldats qui sont rentrés en Ukraine, les soldats russes qui sont rentrés en Ukraine, ne savaient pas qu'ils allaient rentrer en Ukraine. Hein, donc effectivement, le secret. Non, mais par rapport à une armée française, je me place toujours par rapport à une armée française. Le secret opérationnel total, voire même l'ignorance totale des soldats russes, c'est un peu quelque chose de standard. Mais après, oui, ce qui est vraiment intéressant dans ce reportage, c'est finalement, c'est ce qu'il dit, mais c'est aussi le fait que ce soit publié en fait. Et effectivement, il y a eu une volonté de faire payer. Enfin, je pense que ça a été parfaitement dit. Il y a eu une volonté de faire payer certains cadres qui effectivement sont tous morts dans un avion, mais pour tout le reste, pour les dizaines de milliers de combattants, ceux qui sortaient de prison, ceux qui étaient effectivement plus expérimentés, il y a eu différentes options qui ont été choisies pour effectivement les recycler dans le système, en Afrique, en Ukraine, ailleurs, quelques-uns en Biélorussie. Et donc effectivement, en fait, finalement, ce que ce reportage aussi montre, c'est que voilà, ils n'étaient responsables de rien, donc finalement, on peut pas les blâmer. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est la faute des chefs, donc c'est les chefs et les chefs ont payé. On a vu de quelle façon. Mais donc effectivement, il y a pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que oui, il reste quand même au-delà de tout ce qui s'est passé, il reste quand même chez une partie des ultranationalistes russes, et pas que d'ailleurs, une certaine admiration, en tout cas, une certaine admiration, une certaine adoration de ce qu'a fait Yevgeny Prigojine, dans le sens où lui, il a obtenu des résultats sur le terrain, et avec sans doute un peu moins de corruption que le ministère de la Défense. Et donc finalement, toutes les critiques qu'avait fait Yevgeny Prigojine, en fait, elles restent valables aujourd'hui. On voit le nombre d'arrestations d'anciens collaborateurs de Shoigu, donc ça prouve bien que sur le fond, entre guillemets, il avait plus ou moins raison en termes de corruption. Et donc effectivement, ce genre de reportage vise à disculper la troupe, et aussi probablement à alimenter un petit peu le culte qui perdure dans une partie de la société de Yevgeny Prigojine.